Entrez dans la salle. Yann Roel. Impeccable, écoutez, tranquille, regardez donc. Ah, On a bon, passé le plus dur. ouais, ouais, j'imagine. Pas brillamment, mais on l'a passé. Bon, soyez le bienvenu. Ben, merci. Vous avez un joli personnage derrière, hein. Eh ouais, c'est un Saint-Vincent du XVIIe siècle. C'est joli, ça, non? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et- Il a les deux doigts de C'est la vieille. ça, il a une mitre et puis il a les raisins sur la Bible. C'est beau, non? Ouais, ça nous promet un joli moment. Voilà, il est Euh, magnifique. alors, déjà, un grand merci à tout le monde d'être avec nous ce soir. Je crois parce qu'on a à peu près 300 personnes d'inscrites. On est 114, 115 là. Il y a tout le monde qui est en train d'arriver tranquillement. Donc, si vous voulez bien, Loïc, on peut commencer, si vous êtes prêt. Allez-y, moi je suis prêt. Bon, magnifique. Bon, déjà, merci d'avoir accepté cet échange autour du vrai goût du vin. Je pense que c'est un sujet qui vous passionne. Tout à fait. Je C'est le pense que but, ça. vous avez des choses à nous dire là-dessus, ouais. Ça toute la Euh, journée. Vous pouvez peut-être nous rappeler un petit peu votre parcours, comment vous êtes arrivé au vin, pourquoi vous n'y étiez pas finalement au début de votre carrière, pourquoi vous n'étiez pas dans le vin. Comment ça s'est passé? Comment Alors c'est très cette simple. Moi, gestion? si vous voulez, je suis rentré dans l'univers du vin en 99. D'abord, j'ai une boîte de négoce, etc. Parce que quand j'ai fait, moi j'ai fait un parcours scolaire traditionnel, hein. J'ai fait un bac, une maths sup, une maths spé, une école d'ingénieur. Et j'avais une boîte de négoce de vin par passion. Et puis, à la sortie de l'école d'ingénieur, j'ai travaillé un petit peu. Puis finalement, je me suis aperçu que c'était pas mon truc. Je n'allais pas faire ça toute l'année, toute ma vie. Du coup, je me suis intéressé au vin de plus près. Vu que je faisais mes études en Bourgogne, j'ai eu l'occasion d'aller beaucoup visiter de propriétés en Bourgogne pendant mes études. Et puis à un moment donné, je me suis dit, en lisant la vieille littérature du 19e, du 18e, du 17e siècle, on voyait bien qu'il y avait eu une cassure sur le goût du vin avant le phylloxéra et après le phylloxéra. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de retrouver le goût pré-phylloxérique des vins de Bordeaux, la promesse. Disons qu'il y a un classement qui fait référence qui est à cette date. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ces vins 160 ans après? Les cépages ne sont pas les mêmes, les vignes étaient franches de pied, aujourd'hui elles sont greffées, les densités ne sont plus les mêmes, les méthodes culturelles ne sont plus les mêmes, les méthodes au chai ne sont plus les mêmes. Donc si vous voulez, tout a changé et on s'aperçoit qu'avant le phylloxéra, on parlait beaucoup de vin fin, on parlait de vin pur, éclatant. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on décrit un vin, la majorité décrivent sur le full body, le gras, le fumé, le toasté, etc., etc. Donc on voit bien que le vin n'a plus le même goût. On voit aussi que la définition et le langage utilisé n'est plus le même parce que quand on parle de brillance dans un vin aujourd'hui, la greffe a atténué cette brillance. C'est une des caractéristiques des vignes franches de pied. Donc il y a tout un vocabulaire qui a disparu quand on lit la littérature ancienne et qu'on lit les critiques et les notes d'aujourd'hui et on se dit il y a peut-être quelque chose à faire parce que finalement le vin c'est quand même une partie de notre culture. Et on ne peut pas sacrifier le vin sur l'autel de l'industrie et simplement de la typicité ou pour plaire à un critique. Et il serait peut-être temps de s'attacher à sauver cette partie de notre culture européenne, si on considère que l'Est de l'Europe, et c'est une culture qui a pratiquement quand même 12 000 ans. Hein. La vigne, c'est 12 000 ans, et à Bordeaux, c'est 2 000 ans. Et je me suis dit, il faut que je trouve un terroir où on peut remettre de la vigne franche de pied à Bordeaux et remettre les cépages historiques de Bordeaux, aujourd'hui interdits et tout simplement oubliés pour différentes raisons qu'on verra plus tard. Donc l'idée, voilà, de principal, c'était ça, c'était dire, je vais vivre de ma passion et je vais essayer de retrouver ce goût de référence qui a fait que Bordeaux, à un moment donné, a brillé par sa qualité de ses vins et à un moment, puis ont disparu après le phylloxéra. Donc il y a eu plusieurs raisons de cause de la disparition. Hein. Il y a eu le phylloxéra, il y a eu après, si vous voulez, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la création de l'INAO, la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait qu'on a simplifié l'encépagement. Et après, vous avez l'avènement d'un critique qui avait les goûts qu'il avait, mais le tout Bordeaux s'est précipité pour avoir des bonnes notes, a changé l'encépagement de Bordeaux pour pouvoir faire des vins qui allaient correspondre pour avoir une bonne note. Donc on a abandonné en race campagne le goût du vin de Bordeaux et notre culture, tout ça pour avoir des notes qui aujourd'hui, à mon avis, ne correspondent plus du tout au XXIe siècle, à ce que le client attend. Donc J'ai- voilà pour vous faire un petit peu très court
mon parcours. Alors, j'aimerais juste reprendre parce que c'est quelque chose qui nous. Enfin, ce que vous êtes en train de dire, moi, ça me parle beaucoup. Déjà, peut-être pour ça qu'on est là ensemble. Voilà. Mais voilà, parce que en fait, voilà, moi, ça fait quelques années aussi que je me pose beaucoup de questions sur la façon de goûter le vin, de rentrer dans l'émotion du vin, d'entrer dans le ressenti du vin. Et en fait, voilà, pour avoir discuté avec beaucoup de vignerons, voilà, de personnes qui ont une sensibilité un peu vibratoire dans le vin, cette notion de vin fin, elle est super importante historiquement, puisque finalement, jusqu'avant la Révolution française, on parlait des vins fins, et les vins fins, ils avaient une dimension spirituelle, une dimension éclatante, lumineuse. C'était plutôt des vins dans l'esprit et dans la vibration, plutôt que des vins dans la matière. C'est ça. On Voilà. on construisait pas le goût. Vraiment, on avait une expression d'un lieu, on avait l'expression d'un terroir. Et il ne faut pas oublier que si on prend la Bourgogne, c'était quand même géré par les moines. Donc, c'était quand même des gens qui avaient énormément de spiritualité et qui avaient du temps. Oui, ils étaient souvent d'ailleurs dans la contemplation. C'est ça. Moi, j'aime bien ce mot contemplation, c'est contemplum, c'est-à-dire dans le temple. C'est-à-dire qu'on regarde, on est en lien avec une certaine vision de la nature et c'était bien. Ouais. Alors pour vous, je pense que vous avez commencé déjà à ébaucher la réponse. Pour vous, Loïc, un grand vin, c'est quoi? Si vous voulez, moi, un grand vin, c'est ce qu'on définit, enfin, c'est ce que mon ami Jackie Rigaud définirait comme un vin de lieu. Il est avec nous ce soir, je l'ai vu. Je sais, je lui ai rappelé quand même qu'il devait être là, donc on pourra le faire intervenir, parce que je suis sûr que ça va être fascinant, mais il parle beaucoup, donc on sera obligé de le parler. Il a eu son webinaire au mois d'octobre, Jackie. Et si vous voulez, moi, globalement, enfin, je dois beaucoup à Jackie parce que c'est quand même à travers les rencontres Henri Jaillet que j'ai compris ce que c'était qu'un vin de lieu et un vin fin qu'il organise en Bourgogne. Et moi, j'ai découvert ça dans les années 2010. Et j'avais bien une perception, je lisais bien la littérature, je voyais bien vers quoi fallait tendre, mais je n'avais pas réellement encore perçu gustativement ce que c'était. J'ai découvert tout ça aux rencontres Henri Jaillet avec les nombreux vignerons qu'il invite, et vraiment, c'est la crème de la crème. Donc, c'est vrai qu'on touche quand même les grosses pointures. Et c'est vrai que ça m'a permis vraiment de m'ouvrir au vin fin et de me donner l'objectif à atteindre. Alors, pour moi, un grand vin, c'est un vin de lieu. C'est qu'est-ce que je définis par un vin de lieu? Un vin de lieu, c'est un vin qui est représentatif de son terroir, qui donne le message de son terroir, où le cépage agit comme un fusible. On ne reconnaît pas le goût de la variété, mais par contre, on reconnaît l'expression du lieu. Et pour arriver à ça, il y a une méthodologie qui est très simple et qui a toujours été faite. Il faut remettre le cépage sur le terroir qui les a vus naître en franc de pied. Par exemple, on remet le Cabernet Sauvignon sur la grave, acide, franc de pied. On remet les petits verres d'eau dans les palus, franc de pied. On remet les Tannés sur les graves froides, franc de pied. Et en faisant ça, on permet... Je vous ai perdu. On n'a plus votre son. Vous avez coupé le son. Ah, c'est bon. Vous m'avez? Ouais, c'est bon, Loïc, merci. Je me suis arrêté où? Vous avez compris le couple cépage-terroir? Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, et c'est important, les anciens avaient compris, si vous voulez, que pour faire un vin fin, faire un vin qui est un vin de lieu, et ben en Bourgogne, pourquoi il y a un cépage? C'est parce que les cépages, globalement, les parcelles il y a différentes orientations. Vous êtes au milieu d'un coteau, en bas d'un coteau, mais vous avez de l'argilo-calcaire plus ou moins actif, etc. Donc, le pinot noir permet d'avoir une photographie du lieu. À Bordeaux, c'est totalement différent. À Bordeaux, vous pouvez être sur de la grave sèche, vous pouvez être sur la grave froide, vous pouvez être sur de l'argilo-calcaire, vous pouvez être dans des palus, vous pouvez être dans des différents types de graves. Vous pouvez peut-être rappeler ce que c'est que les palus pour les gens qui sont peut-être Alors, pas les forcément... palus, c'est les prairies près de la rivière ou des prairies très humides. Et ce qu'avaient compris les anciens, si vous voulez, c'est que, et c'est là la force de Bordeaux, et c'est là où on a oublié totalement notre histoire, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est de nous la réapproprier et de la transmettre, c'est que les anciens avaient compris que pour faire un vin fin, il fallait arriver à la juste maturité. Alors à la Bourgogne, il y avait un cépage qui avait un type de terroir, argilo-calcaire, après avec les variations de pente, etc., et d'orientation. Mais à Bordeaux, on a une multitude de terroirs. Donc ils avaient compris que si on mettait qu'un seul cépage, par exemple, un merlot sur de la grave, ou un merlot sur des palous, un merlot sur de l'argilo-calcaire, et bien on avait soit des phénomènes de surmaturité, soit des phénomènes de sous-maturité. Or, un grand vin, c'est un vin qui se fait à la juste maturité. Et pour eux, dans la littérature, quand on lit bien, on s'aperçoit que la juste maturité se fait avant les grandes pluies et les grands froids d'hiver. Pour faire un grand vin, il faut arriver à la maturité avant les grandes pluies et les grands froids d'hiver. Et quand on remet les cépages sur les terroirs qui les ont vus naître, franc de pied, le Tarnais sur les graves froides, le Cabernet Sauvignon que j'appelle la petite vie dure, on verra pourquoi tout à l'heure, sur les graves profondes et sèches et acides, les Castés sur les graves argileuses, les Tarnais sur les graves froides, etc. Quand on remet les cépages sur les terroirs qui les ont vus naître,
Franc de pied, il y a un phénomène qui est extraordinairement magique, c'est que toutes les maturités se font en même temps. Même si la véraison n'a pas eu lieu en même temps, même si le débourrement n'a pas eu lieu en même temps, ces cépages ont été construits, ont été faits pour ce type de sol, ce qui fait qu'on arrive à la maturité en permanence autour du 3, 5, 6 octobre. Peu importe la climatologie qu'il y a eu dans l'année. Et ça, c'est extrêmement magique. C'est très fort. Il y a presque dans ce que vous racontez, Loïc, il y a peut-être aussi cette notion de. Moi, j'aime bien faire enfin, par rapport à ce que vous dites, j'aime bien cette notion de complantation aussi, ou de clonage, où on se dit finalement, ça serait réduire au même type d'individus qu'on reproduit. Donc, on a une espèce d'appauvrissement. Vous imaginez des départements entiers de France où les gens s'appellent tous pareil et disent Mais c'est ça. Mais, non, tous la même chose. Mais c'est ça, parce que si vous voulez, aujourd'hui, il y a un phénomène qui est, aujourd'hui, il faut opposer deux méthodes, deux types de vin. Il y a le vin de lieu et il y a ce que j'appelle la soupe variétale. La soupe variétale, qu'est-ce que c'est? C'est pour faire des notes pour les critiques. Donc, vous composez un vin qui correspond aux besoins du marché. Vous dites, voilà, il faut du full body, il faut du gras. Donc, on va mettre une majorité de merlot en surmaturité. On va le mettre, donc on va atteindre une légère surmaturité. Il faut de moins en moins de surmaturité, mais quand même un petit peu pour avoir de la puissance, etc., de l'alcool. Puis après, vous dites, ouais, mais ça manque un petit peu de structure, donc vous allez prendre le Cabernet Sauvignon pour ses qualités intrinsèques qui sont la structure. Donc, vous allez mettre 10% de Cabernet Sauvignon pour ses qualités intrinsèques. Donc, vous allez 80% de Merlot, 10% de Cabernet Sauvignon. Puis, au moment où vous dites, ah, mais ça manque un peu d'épices et de poivre, donc vous allez mettre 10% de petits verres d'eau. Vous voyez bien qu'on construit le goût du vin par rapport à un cahier des charges, par rapport à une demande, et on est bien sur la construction d'une soupe variétale, sur les qualités intrinsèques de la variété. Or, ce que j'y oppose, ce que je fais, et ce qu'on est de plus en plus à faire, est-ce que la voie que je défends, c'est le vin de lieu, c'est-à-dire que le cépage agit comme un fusible. On ne cherche pas la qualité de la variété, on cherche à exprimer le lieu. Et donc pour ça, quand on remet les cépages sur les terroirs qui les ont vus naître franc de pied, le cépage, on ne le reconnaît pas. Quand on vous goûtez chez moi 3 amphores de petites vidures, vous avez l'impression que c'est 3 amphores de cépages différents, c'est simplement 3 parcelles différentes. Un lieu différent, ouais. C'est 3 lieux différents. Donc là, on voit vraiment, et c'était toute l'intelligence de ces gens-là qui avaient compris que dans le vin, le vin, ce n'était pas simplement de l'eau avec de l'alcool et puis d'une couleur rouge, que dans le vin, il y avait quelque chose d'extrêmement plus profond, il y avait quelque chose d'extrêmement plus spirituel, et qui avait exprimé un terroir, c'est comme exprimer ses racines, c'est comme exprimer un lieu, et ça a énormément de puissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas reproductible, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un lieu, c'est votre lieu, c'est votre histoire, et ce n'est pas celle du voisin. Quand vous faites des vins comme une soupe, hein, des vins sur la qualité de la variété, finalement, vous pouvez le reproduire partout dans le monde parce que la qualité du Merlot, c'est la même partout, la qualité du Cabernet Sauvignon, c'est la même partout. Donc, je crois que Bordeaux aurait à gagner à se réapproprier ces terroirs parce qu'elle a de très, très jolis terroirs. Elle n'a rien à envier aux autres régions. Ouais, elle a tout des à fait, cépages ouais. que le monde entier nous envie, comme le Cabernet Sauvignon. Enfin, il est dans les plus grandes régions, donc le monde entier nous envie. Et il est temps de se réapproprier nos terroirs et d'arrêter cette variétale et de passer sur le vin de lieu. Alors pour ceux qui, quand c'est possible, mettre des francs de pied, quand c'est pas possible, on attaque le meilleur porte-greffe possible. J'ai 2, 3 petites questions là, qui se glissent dans le chat. Je les partage, puis après on reprendra le chemin de notre échange. Il y a une question de Samuel qui dit, c'est quoi la différence entre la petite vidure et le cabernet? Alors la petite vidure, c'est tout ça. C'est une coquetterie. Hein. La petite vidure, c'est le nom historique du Cabernet Sauvignon dans les Graves. C'est quand il a été découvert par l'abbé Belay en 1736. Il l'a appelé la petite vidure, ça voulait dire le petit bois dur, en opposition à la grosse vidure qui était le gros bois dur, qui est un cépage qu'on a aussi replanté sur le vignoble, qui est interdit. Et qui est le père de la Carménère et du Castet quand même, excusez-moi du peu, pour la grosse vidure, pour le gros Cabernet. Donc si vous voulez, moi j'ai repris le nom de la petite vidure parce que je l'exploite sur ses propres terroirs, sur ses propres racines dans les grappes. Le Cabernet Sauvignon, aujourd'hui, c'est devenu un nom industriel que je laisse à tous ceux qui veulent l'utiliser à travers le monde pour avoir les qualités de la variété, mais je fais autre chose que ça, donc je préfère l'appeler la petite vidure. Et j'avais une petite question aussi, est-ce qu'il y a d'autres vignerons qui font du franc de pied sur Bordeaux? Alors, il y en a de plus en plus, il y a des essais de faits. J'ai des confrères qui commencent à en faire. Oui, il y en a de plus en plus et j'espère, enfin, je reçois beaucoup de vignerons et quand c'est possible, il faut le faire. Il y a, toujours avec Jackie, quand on avait été aux archives de Bordeaux, il pourra vous le dire, on avait retrouvé une carte de l'avancement du phylloxéra à Bordeaux. Et ce qui était très curieux, c'est qu'on voyait que la rive gauche, à part le Sauternay et le long de l'estuaire de la Gironde, il n'y a jamais eu de phylloxéra sur la rive gauche.
Et en fait, le phylloxéra n'est jamais venu parce que sur la rive gauche, on a une couche de sable sur 20 ou 30 cm qui nous protège mécaniquement du phylloxéra. Donc, globalement, si vous voulez, sur la rive gauche, on pourrait mettre des francs de pied. La problématique de la rive gauche, enfin de remettre des francs de pied, c'est que vous divisez par 5 les volumes. C'est-à-dire que vous allez faire 10 hecto-hectares à 20 000 pieds hectares, alors vous n'en ferez plus 50. Donc, il y a un problème économique. Et l'autre problématique, si vous voulez, c'est que replanter tout franc de pied, c'est énormément de travail. Quand on replante la vigne franche de pied, c'est 5 à 10 ans avant de commencer à produire, alors qu'une vigne greffée, c'est de 2 à 3 ans. Donc, c'est tout un système qu'il faut réinventer, c'est toute une économie qu'il faut rebâtir. Donc, ça ne peut pas se faire comme ça. Mais ceux qui ont la volonté de le faire, oui, c'est possible parce que le phylloxéra n'a jamais été sur la rive gauche. Et à tel point qu'en 1904, il y a M. Mounière du Château Margaux, dans des écrits qu'on a pu retrouver, qui disait en 1904, je suis fier d'avoir arraché, il dit, globalement, enfin je vous la fais la phrase courte, il dit, je suis fier d'avoir arraché toutes les vignes du Château Margaux qui étaient greffées et de les avoir replantées franches de pied parce que j'avais perdu le goût du Château Margaux. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement fort pour ces gens-là qui avaient connu l'avant la crise du phylloxéra et après la crise du phylloxéra, ils étaient capables de dire que le goût du vin avait changé. Le baron Rothschild, en 1936, a dit « Je suis content d'avoir protégé le vin, mon domaine, de toute souillure. » La souillure, c'était la greffe. Vous voyez, donc c'est quand même assez fort. Ce n'est pas des mots, si vous voulez, ce ne sont pas des mots légers. Voilà, donc si vous voulez, c'était vraiment… ceux qui ont connu l'avant et après le phylloxéra, c'est très bien décrit dans la littérature. Il y a vraiment eu un changement du goût. Il y a eu une perte qualitative et on a basculé sur un autre style. C'était des vins qui étaient plus concentrés. Il les décrivait comme des vins qui étaient plus faciles à boire, jeunes, plus concentrés, mais qui vieillissaient beaucoup moins. Les vignes franches de pied, les vins issus de vignes franches de pied, il les décrivait comme des vins dont il fallait attendre 15-20 ans avant de commencer à les boire. Par contre, ils étaient bons pour l'éternité. Et c'est ça aussi Bordeaux. C'est que Bordeaux, normalement, moi, je suis censé travailler pour mes petits-enfants. C'est-à-dire que moi, une bonne bouteille de Liber Pater sera bonne dans 70-100 ans. Je ne dois pas travailler pour moi. Et ça sera toujours ma grande frustration, c'est que d'avoir dans la cave de Liber Pater, c'est de ne pas avoir de vieux millésimes. Mais je laisserai pour les prochaines générations. Et quand ils ouvriront une bouteille, ils auront, j'espère, au moins une petite pensée pour celui qui les a fait. Il y aura un peu de votre essence. Loïc. Voilà, c'est ça. C'est un moyen d'être immortel. Ouais. Il y a un joli commentaire de Gabriel qui dit « J'ai goûté un franc de pied de M. Marionnet. Ça a été difficile de revenir en arrière après. » Je trouve ça chouette. Mais c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai une grosse problématique, c'est que quand vous commencez à goûter les vins issus de vignes franches de pied, eh bien, vous êtes obligé de changer votre cave et vous cherchez après à boire que des vins de vignes franches de pied. Parce qu'il y a une vraie rupture, si vous voulez, en termes de texture, en termes de pureté, en termes de profondeur, précision, de profondeur. Enfin, tout est différent. Et c'est vrai qu'après, quand on boit beaucoup de francs de pied, on a l'habitude de reconnaître les vins qui sont francs de pied ou qui sont greffés. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté le franc de pied, c'est compliqué de retourner en arrière. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de vignes franches de pied. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, mais il n'y en a pas assez. Mais je suis convaincu que le franc de pied a été oublié dans la mémoire collective parce que comme disait Marc-André Sellos, ce qu'il a écrit sur un article là sur la revue des œnologues là, récemment, il disait le porte-greffe nous a empêchés de penser. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on avait trouvé une solution qui était le porte-greffe, qui finalement allait bien, permettait d'augmenter les volumes, permettait de faire une culture hors sol. On pouvait mettre les cépages que l'on voulait où on voulait. On n'était plus obligé de les adapter forcément au terroir sur lequel ils étaient nés. Donc, c'était une façon simple de faire du vin. Donc, finalement, ça avait simplifié l'agriculture, la viticulture, et donc c'était très simple. Il n'y avait plus besoin de réfléchir. Il suffisait de planter un porte-greffe et après de dire quel type de goût, quel type de vin on voulait construire. Et on plantait les variétés en fonction du type de vin qu'on voulait construire. Et je pense que c'est se réapproprier la vigne franche de pied, c'est se réapproprier notre histoire, c'est comprendre pourquoi ils les ont fait, où ils les avaient mis, dans quelles conditions, dans quelles proportions. On parlait de cépages principaux, on parlait de cépages secondaires, donc on voit bien qu'ils n'avaient pas tous la même importance. Le Cabernet était un cépage principal, la Carménère aussi à une époque, le Tarnay, la Perdotte et le Saint-Macaire étaient des cépages secondaires. Donc on voit bien qu'il y avait toute une hiérarchie. Voilà, et toute une connaissance dans la vigne qu'aujourd'hui on n'a plus. Enfin, imaginez qu'en 1957, c'est quand même pas si vieux que ça. En 1957, il y a M. Bisson qui décrit les cépages secondaires de Bordeaux. Donc les cépages secondaires de Bordeaux, c'est-à-dire à peu près 20% de l'encépagement de Bordeaux. Il parle du Tarnay, de la Pardotte et du Saint-Macaire. Qui connaît aujourd'hui ces cépages?
D'accord? Moi, je les avais appris quand j'ai appris quand j'ai appris les décrets d'appellation, quand je faisais mes concours, mais j'en ai Ouais, ouais, mais voilà, jamais vu ni de près ni de loin. Ouais. non, mais voilà, mais je veux dire, enfin, le buveur passionné, même passionné, qui les connaît? Et pourtant, c'est les cépages qui ont fait l'histoire de Bordeaux. Imaginez, on dit que le château d'Issan, enfin, il y a des écrits qui disent qu'en 1855, le château d'Issan était fait avec du Tarnet. Ouais. Enfin, c'est quand même pas rien. C'était C'est quand même un ce- cépage qui était majoritaire. Alors après, les proportions, on les connaît pas, mais il est quand même décrit sur cette région. C'est un cépage de la rive gauche. Donc, moi, je pense que c'est important de se réapproprier notre histoire parce que, mais et puis de se réapproprier notre. c'est là qu'on trouve nos racines. Hein. Mais oui, parce que si vous voulez, je pense que le vin est à l'image de la société. Aujourd'hui, on a un vin qui est simplifié, standardisé, ce que Linaro appelle la typicité. Mais je crois que finalement, il est au reflet de notre société. Je crois que si vous lisez un texte de Proust sur les réseaux Internet, vous allez avoir 10 personnes qui vont venir vous voir. Et si vous faites une danse sur TikTok où vous montrez vos fesses, vous aurez 10 millions. Donc, vous voyez, je pense on est Mais vraiment d'être. ce soir, je danserai pas. Hein. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est pour vous expliquer un petit peu qu'on a Je le vin à comprends. l'image de notre société. Il est simplifié au maximum. Il a été construit pour plaire, pour que ça soit gras, sucré et les saveurs que tout le monde comprend. Pour reprendre ce que vous dites, Loïc, on est dans la séduction extérieure. C'est-à-dire C'est ça, on cherche la facilité, on cherche quelque chose qui est simple et facile d'accès. c'est ça, Et la séduction, vous savez, euh, c'est comme finalement dans la vie, quand vous rencontrez votre âme sœur, vous prenez le temps de la découvrir et vous allez prendre du temps pour rentrer en connexion c'est d'âme à ça. âme, de cœur à cœur avec elle. C'est comme un grand vin, c'est pareil. Ça se goûte pas sauvagement en 30 secondes. Voilà, donc ça C'est ça. Maintenant, mais c'est aujourd'hui, comment ils important. Ouais. font? Si vous voulez, aujourd'hui, ils font des nez opulents, extrêmement marqués par le nez, pour que les gens, ça soit extrêmement putassier, quoi. Puis après, derrière, une bouche très ronde. Et puis voilà comment on construit un goût du vin. Mais ça, si vous voulez, c'est pas un vin fin, c'est pas un vin de lieu, ça n'a rien à voir. Et malheureusement, c'est que je pense, mais c'est que mon avis, 99% de Bordeaux aujourd'hui a sombré dans cette facilité. Et il va bien falloir remettre en question le niveau qualitatif à un moment donné et la façon de faire le vin à Bordeaux plutôt que de se lamenter en permanence en disant personne nous aime. Parce que personne nous aime, il y a certainement une raison si personne nous aime. Moi, Mais je comme on sais dit, pourquoi certains ne m'aiment pas, les... par contre. Vous voyez. vous savez, globalement, dans la vie, on dit souvent que l'extérieur ressemble à l'intérieur. Voilà, c'est ça, si vous voulez. Donc, il y a des très bons vignerons, il y a des très grands terroirs, mais c'est pas, malheureusement, c'est pas encore assez. Mais le pire de tout ça, c'est que je considère que c'est même pas de la faute des viticulteurs à 100%, en partie, mais pas tous. C'est aussi en partie des cahiers des charges qui aujourd'hui imposent cette fameuse typicité. Et la typicité, c'est une construction d'un goût sur la qualité Vous avez, variétale. vous avez un supporter qui dit pas 98%, mais 99%. Non, mais c'est ça. Donc voilà, le problème, c'est tout ça, c'est l'interventionnisme en permanence, c'est la construction du goût. Alors, c'est un encépagement choisi pour faire un type de vin. Après, c'est l'intervention au chai par des levures, par de l'acidification, par plein de méthodes au chai qui permettent de construire un vin en fonction des objectifs donnés. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer des barriques, eh ben, on vous met des copeaux, etc., etc., etc. Donc, on voit bien qu'on est sur la construction d'un goût. Et ça, je crois qu'il faut arrêter ça. Il faut revenir vraiment à nos fondamentaux. Il faut pas dire, on n'a pas à rougir. À Bordeaux, on a des terroirs qui sont phénoménaux. Aujourd'hui, on les a oubliés, mais on a des très, très grands terroirs, comme dans les autres régions d'Europe en ont. On a des cépages que le monde entier nous envie. Il faut le faire savoir et il faut arrêter de se cacher en disant, oui, mais nous, il faut qu'on... Alors, il y a 20 ans, il fallait faire des vins boisés, fumés, vanillés. Aujourd'hui, on nous bassine avec le fruit. Et puis demain, il y en a un qui va se lever en disant, il faut des céréales. Et on va faire du vin avec des céréales qui ont le goût de céréales. Donc, on va s'adapter à la mode en permanence, mais si vous voulez, on ne va jamais exprimer un lieu. Donc, c'est terrible. Je crois qu'à un moment donné, Et il faut revenir sur nos fondamentaux. on perd un peu son identité. J'avais C'est ça. une petite question de Thomas qui nous dit est-ce que tous les marcotages dans le vignoble bordelais sont francs de pied? Alors, non, en partie. Il peut y avoir des marcotages francs de pied, mais surtout dans les graves. Mais dans l'argilo-calcaire sur la rive droite, c'est pas possible parce que le phylloxéra ne vit dans l'argilo-calcaire. Et si vous avez plus de 3-4% sur la première couche, sur la couche superficielle du sol d'argile, le phylloxéra peut s'installer. Ce qui nous sauve sur la rive gauche, c'est qu'on a eu un apport de sable, comme dans les Landes. Hein. On a une couche de sable sur 10-20 cm. Si vous venez sur la rive gauche, sur Pessac ou dans le Médoc ou dans les Graves, vous verrez, c'est noir.
Et ce noir avec cette grappe, c'est du sable avec de l'humus. Et c'est ça qui nous protège contre le phylloxéra. En fait, on a une protection mécanique. Le phylloxéra ne peut pas gratter, ne peut pas faire de galerie. Et le sable ne craque pas comme l'argile en plein été. Donc, le phylloxéra ne peut pas toucher les racines. Et s'il ne peut pas toucher les racines, il ne peut pas nuire. Donc, on est très, très chanceux. On a une chance énorme et on ne s'en rend même pas compte. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement frustrant. J'avais une petite autre question qui venait. Qu'est-ce que vous penseriez finalement avec le réchauffement climatique si on devait finalement changer les cépages par rapport à ces problèmes-là? Est-ce qu'on mettrait plutôt des raisins? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de gens qui finalement, bon, on va dire les choses, vont planter de la touriga nationale à Bordeaux, quoi. Ouais, alors là, j'ai un avis qui est assez tranché. Si vous voulez rentrer de la touriga nationale et puis du J'imagine. marcellan, ouais, il va falloir déjà qu'on s'occupe de nos cépages historiques parce que je pense que nos cépages historiques de Bordeaux, comme le Tarnais, comme la Pardotte, comme le Gros Cabernet, comme le Cabernet Goudab, je ne dirais pas ça du Castet, le seul qui a été autorisé dans les AOC, malheureusement. À mon avis, c'est le moins qualitatif de tous. Mais je dirais que sur ces cépages que je viens de vous citer, il y a une réelle possibilité de résister au changement climatique, parce que d'abord, ils ont été créés à Bordeaux. Il faut savoir que, par exemple, à Bordeaux, enfin, en Europe entière, en 950 après Jésus-Christ, on a eu un réchauffement climatique de 2,5 degrés, 3 degrés, qui a duré 250 ans, et qui s'appelait l'optimum médiéval. Et on pense qu'il y a des cépages qui ont été créés à cette période. Par exemple, pourquoi pas le Tarnais? Parce que le Tarnais, on s'aperçoit que c'est un cépage qui résiste extrêmement bien au chaud et au manque d'eau qu'on a actuellement. Il ne fait pas de feuilles jaunes. Et c'est le seul cépage de Bordeaux qui n'appartient pas à la famille des Carménées avec la Pardotte. Donc, je pense que la solution du réchauffement climatique, si on a 2-3 degrés réchauffement climatique, la réponse, elle est dans les anciens cépages, elle n'est certainement pas à aller chercher les cépages dans d'autres régions. Et bien sûr, Ça, parce que ces cépages, ils sont nés. Vous savez, c'est comme Mais bien sûr. Moi, j'aime bien dire, par exemple, vous avez je sais pas, si vous prenez un Savoyard, quand il est en Oui. Savoie, il est fait pour vivre en Savoie, quoi. C'est ça, mais même s'il fait très chaud. Oui, tout à Alors, fait. il y a effectivement, il y a le merlot qui est plus adapté aujourd'hui, parce qu'avec le réchauffement climatique, il est plus du tout adapté. On ne peut pas faire du vin à 16 degrés, ça, c'est pas du vin fin. Mais si vous voulez, il y a d'autres cépages. Pourquoi pas demain remettre la carménère? Pourquoi pas remettre le Tarnais? Pourquoi pas? Il y a plein de cépages qui sont plein de cépages historiques de Bordeaux qui sont la solution au réchauffement climatique. Maintenant, si demain il fait plus 6, plus 7, plus 8 degrés à la fin du siècle, je vous dirais que là, plus personne ne maîtrise rien et que même faire des oranges, ça va être compliqué. Donc, si c'est un réchauffement qui est normal, oui. Il y a un très très joli commentaire d'une amie, Francesca, qui est au Chili, pays par définition front-pied, hein, parce que oui, bien sûr. Ils ont cette chance. Et elle nous dit, dans le sud du Chili, dans la vallée d'Itata, il existe des front-pieds d'un humble cépage. Donc, elle parle du país. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner Francesca sur ce voyage-là. Ce sont des vins émouvants. Quel contraste entre la vraie vibration et la sincérité de ces vins et la tristesse pratique commerciale des vins pour lequel le Chili est connu. Donc ça donne vraiment envie de se battre et de parler de ces vins-là, quoi. Non, mais c'est ça. Moi, je crois que si on parle de notre histoire, si on parle de notre identité, si on parle de notre terroir, à Bordeaux, hein, on a une histoire qui est extraordinaire. On a des cépages, enfin, on a tout ce qu'il faut pour gagner. Et comment on a pu s'enfoncer si bas, ça restera un grand mystère, à part d'admettre à un moment donné qu'on n'a pas fait bon. Et il va falloir faire à un moment donné un mea culpa et se dire, il faut travailler autrement. Mais je pense que c'est possible. Il y a une nouvelle génération. Vous savez, moi, je reçois énormément de vignerons chez tous les jours. Et on voit que ça bouge et je pense que ça va changer très vite. C'est ça qui est assez extraordinaire. Alors, il y a un commentaire aussi de Marie-Françoise qui nous dit, voilà, juste pour préciser que les appellations ne parlent pas de typicité, mais de profil de vin. C'est justement donc le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux est en train de convier les professionnels pour parler de typicité en termes complètement oubliés. Donc il y a des choses qui bougent apparemment. Mais écoutez, mais sincèrement, vous savez, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, j'avais l'impression de prêcher dans le désert. Quand je disais, je vais remettre des vignes franches de pied avec des cépages autochtones, alors on me disait, soit il est fou, soit il connaît rien au vin, parce qu'à l'époque, ce qui n'était pas complètement faux, quand j'ai démarré, et ils étaient, ou soit il a craqué, et puis les grands arguments, si vous voulez, sur les cépages oubliés, c'était si on les utilise plus, c'est que c'était pas bon.
C'était le grand argument. Ça, si on les utilise plus, c'était pas bon. Il y avait que ça, quoi. Maintenant, si on les utilise plus, il y a plein de raisons pour lesquelles on les utilise plus. Tout simplement parce que quand on a greffé la vigne, il y a des cépages, quand on les a greffés, qui se sont mis à couler. Donc, quand ils se sont mis à couler, on ne pouvait plus les utiliser parce qu'on ne faisait pas, il fallait produire. Donc, si un cépage, quand vous le greffez, ne produit plus, il n'y a pas intérêt de le greffer. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il faut bien se rendre compte qu'on est rentré dans une ère productiviste, mais ça, c'est l'histoire. Il a fallu reconstruire, on ne va pas juger l'histoire, l'histoire allait se caler, et nos grands-parents devaient reconstruire l'Europe, et donc ils ont mis des cépages qui produisaient beaucoup, des porte-greffes qui poussaient très fort, et donc on s'est retrouvé avec des vins, et si vous voulez, des choses très, 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 qui produisaient beaucoup, mais on avait oublié la finesse au détriment de la production. Mais parce que ça répondait à un moment donné de l'histoire. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette histoire-là. Aujourd'hui, les gens ne boivent plus comme avant. Ils ne coupent plus le vin avec l'eau quand ils vont à table. Ils boivent pour se faire plaisir. Donc, s'ils boivent pour se faire plaisir, il va falloir qu'à un moment donné, on leur propose des vins où ils peuvent se faire plaisir. Vous voyez ? Donc, je pense que remettre la vigne franche de pied quand c'est possible et remettre les cépages historiques de Bordeaux, c'est un moyen pour Bordeaux de sortir de la crise. De toute façon, il va falloir être inventif. Je pense aussi, ouais. On a beaucoup de commentaires. En tout cas, le sujet passionne. Ouais, c'est clair. Il y a une question de Marie-Françoise un peu technique, peut-être. Est-ce qu'il existe un cépage qui débourre plus tard que les autres et qui aurait un cycle végétatif plus court? Alors, le cépage aujourd'hui que moi j'observe qui débourre plus tard et qui a un cycle végétatif plus court, c'est le casté. Malheureusement, c'est un cépage que j'avais planté beaucoup, que je réarrache là cette année en partie, parce que c'est un cépage qui n'est pas adapté. C'est un cépage ancien de Bordeaux, dont le père est le gros cabernet, mais ce n'est pas un cépage qui sera adapté au réchauffement climatique parce qu'il monte très haut en alcool. Quand les autres sont à 11 degrés, lui, il est à 14 degrés allègrement. Donc, ce n'est pas un cépage qu'il faudra retenir. Par contre, il y a d'autres cépages qui ne montent pas. Enfin, si vous voulez, aujourd'hui, une bouteille d'olive pater, c'est 12 degrés. Quand tout le monde vendange à 14-15 degrés, nous, avec nos cépages anciens et nos francs de pied, on est à 12 degrés, 11,5, 12 degrés. Donc, vous voyez la marge qu'on a aujourd'hui. En termes de réchauffement. Ah oui, on est très bien. On est prêt à encaisser le réchauffement climatique parce que j'ai observé que malgré qu'il y ait des saisons où il n'y a plus d'eau, on a toujours les dates de vendange qui sont les mêmes et les alcools qui ne montent pas. Donc, il semblerait que le franc de pied soit capable d'encaisser beaucoup plus facilement le réchauffement climatique que le porte-greffe. Mais ce qui est normal, parce que le franc de pied a été créé sur ces lieux-là. Donc, il reconnaît son lieu, il est adapté à ce lieu, il a sa génétique pour son lieu. Donc, il résiste, ce qui est pas, comme vous expliquiez tout à l'heure pour les Savoyards, c'est pas incompatible, c'est tout à fait je précise bien, on adore les Savoyards. Parce que mais j'adore les Savoyards, mais j'aurais pu le dire aussi pour les Poitevins. Je suis Poitevin. Le Poitevin est toujours plus heureux chez lui, mais c'est comme ça. Ouais. Il y a deux commentaires qui vont un petit peu dans le même sens là, qui nous remercient beaucoup de la qualité des échanges et qui disent le fait on comprend tout à fait que de faire du franc de pied, il y a une diminution des rendements, on travaille manuel, il y a plein de contraintes. Moi je dirais pas que ce sont des contraintes, je dirais que ce sont des opportunités de ramener l'homme à la terre, ça serait peut-être un mot plus juste. Mais du coup ça entraîne un positionnement sur le marché des vins qui sont assez élevés. Et la question, c'est est-ce qu'on peut avoir des vins plus abordables? Est-ce que c'est possible de goûter ces vins finalement, c'est quoi pour nous? On sent, je le sens dans les commentaires des personnes qui écrivent ça. Ils ont envie de. En fait, ils partagent le discours, mais ils ont envie aussi d'avoir accès finalement à ces vins fins. Non, mais bien sûr, mais alors vous savez, aujourd'hui, il y a des vignerons en France qui font de la vigne franche de pied. Vous preniez Thierry Germain, vous prenez François Chidet, vous prenez Maxime Graillot, vous prenez Louis-Benjamin Dagneau, vous prenez. Donc, il y a beaucoup de vignerons, enfin beaucoup. Il y a quand même des bouteilles. Ouais. Il y a quand même des bouteilles qui sont faites en vigne franche de pied, qui sont à des tarifs tout à fait accessibles. Et moi, j'invite les gens qui veulent vraiment découvrir la différence, par exemple, c'est d'acheter chez François Chiden ou chez Louis-Benjamin Dagneau ces vignes franches de pied, ces vignes greffées, et de comparer la différence. C'est flagrant. Il faut ouvrir 2 bouteilles, acheter 2 bouteilles et comparer. Parce que je crois qu'on peut le dire, mais il y a rien. La vérité du verre, c'est celle qui supplante tout. On n'est pas obligé de me croire sur parole. Et il suffit d'autant plus d'acheter les 2, et c'est accessible et c'est faisable, parce qu'on a la chance d'avoir des gens comme François Chiden, comme Dagneau, qui ont été des visionnaires et qui ont planté les 2, comparés. Et donc, profitons de ce savoir-faire, profitons de ces vignerons ont su faire, et pour pouvoir goûter les 2. Et je suis convaincu, vous savez, que le consommateur a un pouvoir énorme. Et si demain, le consommateur demande
à Bordeaux des cépages autochtones plutôt que la Touriga nationale et du Marcellan qui n'ont rien à faire à Bordeaux et demandent du gros Cabernet, de la Pardotte, du Cabernet Goudab, du Tarnet, le consommateur va nous aider à faire bouger les lignes, à faire bouger les institutions. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas, parce qu'on est isolé et qu'on est une minorité. Et pareil, si le consommateur demande des vignes franches de pied, les châteaux vont s'y mettre. Ils vont s'y mettre de fait, parce que s'il y a un marché, ils vont y aller. Oui, même s'ils n'y vont pas par passion, ils iront au moins pour le marché. C'est déjà ça. Le principal, c'est que C'est que ça bouge. Les choses C'est que bougent ça tout bouge. à fait. Ouais. Alors après, j'avais une question d'Eric qui demandait si la notion de polyculture dans les vignes, c'était en rapport avec ce que vous faites. Comment vous positionnez par rapport à ça, Loïc? Alors, on travaille à 20 000 pieds hectares. Donc, il faut s'imaginer 20 000 pieds hectares, c'est des pieds de vigne de 60 par 80 cm. Donc, c'est extrêmement serré. La polyculture, c'est quelque chose qui n'est. On a remis le vignoble comme il était. Donc, la polyculture, et il est en joual. Ce qu'on appelle en joual, c'est que vous savez 5 rangs très serrés et un rang qui manque. C'est-à-dire que vous avez un écartement à un moment donné où il manque un rang au milieu. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une joual. Dans le temps, c'est là où il y avait de la polyculture. Ils mettaient les pommes de terre, les arbres fruitiers, etc. C'est quelque chose qu'on essaie de réintroduire. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que la polyculture, c'est encore un autre métier. Faire du vin, c'est un métier. Gérer des pommes de terre et des fruits et des carottes au milieu des vignes, c'est encore un autre métier. Voyez, et ce n'est pas simple parce qu'on est sur 2 cycles qui se superposent et on n'a pas vraiment le temps de s'occuper des pommes de terre et des carottes quand on s'occupe de la vigne. Donc la polyculture, pourquoi pas? C'est une belle idée. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. À terme, peut-être. Sincèrement, si demain, moi j'ai mis des arbres fruitiers, je suis en train de mettre des arbres fruitiers dans la vigne, pourquoi pas? Mais je pense que je pourrais difficilement aller plus loin. Je ne me vois pas faire du maraîchage au milieu des vignes. Ça, c'est pas possible. Une question également, pour poursuivre le sujet. Le problème des 20 000 pieds hectares est l'aération naturelle du plan. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des risques de moisissure, de pourriture ou de mildiou? Alors non, du tout, au contraire, parce que toutes nos vignes sont en échalas. Il ne faut pas oublier qu'une vigne franche de pied est Donc une vigne l'échalas, c'est le bâton un piqué avec à les chaque vignes, pied. et les vignes qui remontent Voilà, comme ça. un Voilà. piqué à chaque pied, voilà. Donc quand vous avez une vigne traditionnelle, aujourd'hui vous avez un palissage où tous les pieds se touchent, tous les rameaux se touchent et tout est mis ça fait comme une haie. Là, nous, chez nous, on a une technique en échalas, c'est-à-dire que chaque pied, il y a une discontinuité entre chaque pied. Donc les pieds ne se touchent pas, les feuilles ne se touchent pas. Donc il y a une très bonne aération, au contraire, il y a un très bon ensoleillement. Toutes les feuilles travaillent, parce qu'il n'y a pas dans un grand palissage, vous avez des feuilles à l'ombre qui ne travaillent pas, et vous avez une continuité du feuillage entre tous les pieds. Nous, on a une discontinuité. Je pense que cette discontinuité entre les pieds est extrêmement importante pour le rayonnement du soleil, pour justement la ventilation. Et non, on est beaucoup plus ventilé, on est beaucoup plus ensoleillé en échalas. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que la vigne franche de pied est beaucoup moins productive et beaucoup moins vigoureuse que des vignes greffées. Donc la vigne franche de pied se comporte comme un bonsaï. Une vigne franche de pied à 20 000 pieds hectares produit 10 hecto-hectares. D'accord? Aujourd'hui, une vigne greffée à 5 000 pieds hectares produit 60 hecto-hectares. Vous voyez bien les ratios. Et c'est vrai que finalement, moi je dis toujours à mes élèves sommeliers ou aux gens qui font les formations chez nous au sein de la revue des vins de France Académie, quand on parle de rendement hectare, c'est super important de mettre en face le chiffre de la densité. Parce que ce qui est important, c'est le nombre de raisins, le nombre de fruits par pied. Je veux dire, la plante, elle a un potentiel fructifère et un potentiel d'énergie et de vie qu'elle va donner à un pied. Et il est certain, si vous lui demandez si elle est programmée pour faire 2 pieds, 2 grappes, 3 grappes, vous lui en demandez 10, le message va être dilué, quoi. C'est ça. À un moment donné, on ne peut pas supporter plus que ce qu'elle peut avoir. Et nous, pour vous donner un ordre d'idée, chaque pied supporte entre 100 et 150 grammes de raisin, ce qui correspond à 3 à 5 grammes. Chaque grappe fait 40 grammes. Une vigne greffée de merlot, c'est 300 grammes. Vous voyez, on est sur un coefficient 8. Vous voyez, donc on n'est pas du tout sur les mêmes ratios. Il ne faut pas du tout comparer la vigne franche de pied et la vigne greffée. C'est 2 méthodes culturales complètement différentes. C'est comme si à un moment donné, vous vouliez aller sur un circuit de F1, vous y allez avec une 2 chevaux, vous y allez avec une Ferrari. Et vaut mieux y aller avec une Ferrari si vous voulez vous faire plaisir qu'y aller avec une 2 chevaux. Alors, je ne dis pas que la 2 chevaux, ce n'est pas bien, mais pas pour un circuit de Formule 1. Vous mettez dans les chemins sur la forêt. Ouais. Je suis d'accord. Une petite question peut-être sur les levures. On a parlé tout à l'heure des levures indigènes, donc naturelles, élément important dans la notion de terroir. À Liberpater, vous utilisez quoi? Alors nous, c'est des levures indigènes. On n'a pas du tout de... Nous, si vous voulez,
pour moi, ma définition du grand vin, c'est du raisin fermenté, tout simplement. Donc, tout notre travail consiste à avoir des très, très grands raisins. Et tout le travail, donc les francs de pied, les cépages autochtones sur les terroirs qui les ont vus naître, etc., tout le travail qu'on fait au quotidien, toute l'équipe, eh ben, notre travail, c'est de dire, voilà, il faut qu'on fasse les plus grands raisins possibles pour arriver à faire le plus grand vin possible. Et au chai, on ne fait plus rien. Au chai, le raisin arrive, il est égrappé, il est trié, il est foulé. On le met en jarre. Je peux vous montrer si vous voulez des jarres. Je peux vous montrer Ouais. les jarres dans le chai. Si vous voulez. Je ne suis pas un pro de l'informatique, alors je vais essayer de vous inverser le truc. Oui, ça, c'est les jarres. D'accord. Oui, voilà. Donc, c'est des jarres en grès. Et donc, si vous voulez, les raisins sont mis dedans. On n'utilise pas de soufre. On fait des vins sans soufre. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, on ne le dit pas parce que c'est tellement devenu galvaudé, ça devient tellement un débat passionnant et de passionnés, etc., qu'on ne dit pas. Mais on n'utilise pas de soufre, on n'utilise pas de levure, on n'acidifie pas les vins. C'est vraiment du raisin qui a fermenté et qu'on élève pendant 2 ans dans des jarres. Et au bout de 2 ans, on le met en bouteille et après, on le met sur le commerce au bout de 3-4 ans. Alors, j'ai une petite question un peu directe. Pourquoi une bouteille de Liber Pater coûte-t-elle 30 000 euros? Parce que si vous voulez, aujourd'hui, avec prenant une bouteille de Liber Pater, vous goûtez un goût qui a complètement disparu et on produit très peu. Donc, on est sur l'univers du luxe. On est sur l'univers du luxe. Et quand on fait 500 bouteilles de Liber Pater et qu'il y a une demande mondiale qui est colossale, et ben, la variable d'ajustement, c'est le prix. Mais ça, je vous dirais, c'est vrai pour tous les Tous les grands produits. vins, ouais. Tous les grands vins et parce qu'aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir faire la promesse de regoûter le vin comme il était avant le phylloxéra. Je donne souvent un exemple. Vous allez voir, il est très simple. Vous allez à Vienne, en Autriche. Vous ouvrez un tiroir. Et dedans ce tiroir, vous trouvez une partition de Mozart que personne ne connaît. Mais c'est une partition de Mozart signée par Mozart. Et donc, vous prenez les instruments de l'époque de Mozart, le clavecin, etc. Et vous jouez cette partition. Eh bien, vous allez jouer du Mozart, vous n'allez pas jouer du Chopin, vous allez jouer du Mozart. Alors, bien sûr que vous n'allez pas jouer comme Mozart, parce qu'il n'y a que Mozart qui peut jouer comme Mozart. Mais est-ce qu'on doit arrêter de jouer les symphonies de Mozart tout simplement parce que ce n'est pas Mozart qui les joue? Non, Ça je ne serait crois pas. dommage. Ça serait dommage. Donc, et là, c'est la même chose, si vous voulez. Nous, on a retrouvé les écrits, on a retrouvé les encépagements, on a retrouvé les vieux cépages. Alors oui, on refait des vins préphyloxériques. On a certainement moins de connaissances que les anciens à la vigne, qui à mon avis étaient beaucoup plus performants, mais on maîtrise peut-être un peu plus le chai à travers des analyses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de voir si on a des déviances ou pas dans les vins. Donc, et quand on refait ça, si vous voulez, on refait un vin préphyloxérique avec nos données d'aujourd'hui, mais on refait un vin préphyloxérique. On n'a pas été chercher du Touriga national, franc de pied, de mettre à Bordeaux. Ça, c'est une hérésie. Ça, c'est pas faire du Mozart. Une petite question, Loïc. Comment vous Oui. dégustez-vous face à un vin? C'est-à-dire comment je déguste? Quand vous rencontrez un vin, comment ça se passe? Alors écoutez, moi je suis très attaché déjà à regarder la robe, à regarder l'éclat de la robe. Après, j'aime bien sentir légèrement, après tâter le vin, déguster le vin, et puis après revenir sur le nez. Parce que je considère que je ne veux pas oublier le nez, qu'on est quand même dans le pays de Proust, donc on ne peut pas négliger le nez. Le nez est quand même quelque chose d'extrêmement important. Mais les grands vins, c'est quand même la bouche qui les fait. Et les touchés de bouche des vignes franches de pied, c'est quand même juste fabuleux. Et je pense que c'est à ça qu'on caractérise quand même le plus la vigne franche de pied de la vigne greffée. Et au nez, on a une pureté, une pureté, une précision du nez sur les francs de pied qui est terrible, qu'on n'arrive pas à atteindre autrement. Moi, je dirais, j'aime bien cette notion-là, en fait, finalement, où le vin, c'est comme un son très pur. En fait, C'est ça. quand le vin est cristallin, il y a une vibration. D'abord, il y a une énergie, c'est-à-dire que le vin, quand il rentre à l'intérieur, moi, quand je sens un vin qui est vivant et qui envoie de la vibration, ben déjà, moi, je prends toujours le temps, c'est un petit peu avant de rentrer dans le vin, de fermer les yeux et juste de le sentir ou de le regarder ou de le goûter, mais sans rien C'est ça. penser, sans rien penser. J'essaye de le contempler et je regarde qu'est-ce qu'il me dit. Et après, voilà, je rentre. C'est toujours d'ailleurs quand on a appris à déguster de façon analytique, il faut mettre tout ça au placard pendant un temps parce que ça sert après, c'est intéressant aussi, je veux dire, mais c'est important d'abord de rentrer. Je veux dire, c'est comme quand on est face à un tableau, quand on est face C'est à une ça. œuvre, bah, on cherche pas à savoir comment c'est fait. On cherche juste d'abord à recevoir quel est le message. Dans le cadre du vin, c'est le lieu.
dans le cadre d'un morceau de musique, c'est la vibration du compositeur et de l'instrument. Dans le cas d'un tableau, c'est l'énergie, la beauté. Voilà. Après, on peut philosopher. Mais d'abord, si Oui, on n'est mais vous pas, voyez, déjà, si on n'est pas touché dans l'émotion, c'est compliqué. oui, mais là, déjà, on parle déjà pour un amateur éclairé. Parce que quelqu'un qui est capable de percevoir quelque chose, tu voyez, par exemple, l'éclat. Bon, l'éclat du vin, tout le monde ne peut pas. Enfin, si on n'a pas vu ce que c'était qu'un vin éclatant, on ne peut pas dire qu'il est éclatant. Si on n'a pas vu, moi, par exemple, les vins sont extrêmement éclatants. Il y a une couleur rubis. Moi, les couleurs noires et encre, comme on nous décrit les vins aujourd'hui, ça ne me fait pas vibrer. Si vous voulez, noir, c'est la mort. Rubis, c'est l'amour. Ben, je préfère avoir des vins qui ont la couleur rubis que la couleur noire ou couleur encre. D'ailleurs, c'est Et pour puis ça. après, D'ailleurs, c'est intéressant. Il y a un mot. Moi, il y a un mot que je retiens souvent dans la dégustation. Les dégustateurs disent le vin a de la matière. ouais, non, mais, Dans ouais, non, mais matière, il y a mat. ouais, non, mais oui, il y a ça, il y a mat. Et puis, si vous Mat, voulez, il n'y a ça pas fait d'éclat. tellement oui, et puis ça fait tellement technique. Non, mais c'est des vins qui ont plus d'éclat. Donc, c'est vrai que quand vous avez une belle robe qui est couleur rubis, avec un très bel éclat, vous avez un joli nez superficiel que vous sentez très pur. Puis après, vous avez une bouche qui a un toucher de bouche très fin, avec une très belle longueur, mais tout en finesse, où c'est pas les tanins qui vous tiennent la longueur, parce que vous en avez là, 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 et vous en avez même derrière les oreilles, vous êtes obligé de prendre un verre d'eau juste après le verre. Vous voyez, donc, non, il y a vraiment ce toucher de bouche, cette finesse qu'il faut pas négliger. Et le problématique aujourd'hui, c'est qu'on a un problème de formation. Mais c'est encore une fois, c'est comme dans toute la société. C'est-à-dire qui est capable de comprendre aujourd'hui ce que c'est qu'un grand vin, enfin un vin de lieu. Pour le comprendre, moi je vais vous dire, pour le comprendre, eh bien, il a fallu que j'aille aux rencontres Henri Jaillet, initié par Jacques Hérigaud, que j'allais faire les caves en Bourgogne. Si on ne l'a pas perçu une fois, si on ne l'a pas touché, si ça ne nous a pas été rendu accessible une fois, vous ne pouvez pas le deviner. Et c'est pour ça que moi j'invite beaucoup d'écoles de sommeliers, beaucoup d'écoles d'onologues, etc., à venir au Chai pour tester une fois ce que c'est qu'un grand vin fin. Parce que je pense que c'est important et ça fait partie de la culture. Vous savez, on peut vous mettre devant la plus grande œuvre rare, on peut vous mettre devant un Matisse, devant un Picasso. S'il n'y a pas quelqu'un pour vous l'expliquer, il y a 99% des gens qui ne la comprennent pas. Mais ce n'est pas une critique, c'est qu'il faut avoir une culture de l'art. Et une grande œuvre musicale, ben, si vous n'êtes pas un initié, oui, vous allez entendre des sons, mais ce n'est pas dit que vous allez la comprendre. Voyez. Donc, je crois qu'à un Alors, moment donné, je vais partager ce que vous dites en partie. Et moi, j'ai une vraie conviction aussi, c'est que en fait, le problème, c'est que quand on se met face à une œuvre, c'est qu'on est souvent dans la recherche de quelque chose. Et si on prend le oui temps, aussi, si on oui, prend le temps de se oui. mettre dans le silence et de se mettre dans l'écoute, dans l'intériorité, on peut être touché sans avoir la connaissance intellectuelle. Ça, c'est un fait. Mais si on veut la comprendre, mais ça, on est tout à fait d'accord. Mais si on veut la comprendre jusqu'au bout, à un moment donné, il faut que quelqu'un l'explique. Il faut les deux. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un intervienne et l'explique. Et je pense que, et c'est là qu'on revient sur le côté éducation, culture. C'est-à-dire, moi, ce que prônait Jacques Puiset, qui disait il faut que les enfants, dès l'âge de 5 ans, en maternelle, etc., il y ait des cours de dégustation, il y ait des cours sur les saveurs, etc. Et ben, je trouve que ce serait nécessaire d'introduire ça à l'école. Parce que la gastronomie, enfin pas que le vin, mais la gastronomie dans son ensemble fait quand même partie de la culture européenne et française. Et on ne peut pas abandonner ça comme ça. Donc je pense que les jeunes, il faut les former à regoûter les choses, à regoûter des légumes verts. Qu'est-ce que c'est qu'une fève ou un petit pois tout frais qu'on allait goûter chez nos grands-parents, qu'on mangeait comme ça, il n'y avait pas besoin de le faire cuire, parce que c'était fabuleux. Un petit pois tout frais, c'est fabuleux, c'est Ouais. sucré, Ben, c'est merveilleux. vous savez, nous, le premier acte qu'on fait en formation chez nous, que ce soit des sommeliers ou des amateurs, au sein de l'école, c'est on leur fait goûter 2 pommes. Ouais, ouais. Et on leur dit, ça c'est Jacques Puiset, enfin je veux dire, c'est où la pomme t'emmène, quelle histoire, qu'est-ce que te raconte la pomme, où ça t'emmène, C'est qu'est-ce que ça, tu ressens. Et à c'est partir de ça. là, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste en pommes pour avoir un avis sur une pomme, Mais pour bien savoir sûr, si elle est, on est d'accord. si elle est juteuse et joyeuse ou si elle est triste et terne. Ah ben complètement, non, mais on est complètement d'accord. Mais après, si on veut aller encore plus loin, si on veut passer dans l'amateur éclairé, mais ce qui est possible, et ben là, après, à un moment donné, on a besoin d'une phase d'explication. Mais par contre, l'émotion qu'on peut percevoir, même si on n'est pas un amateur éclairé, bien sûr que c'est extrêmement important. Je ne suis pas un spécialiste de la Joconde, mais quand je suis devant la Joconde, je suis admiratif. Et C'est pourtant, je la, suis convaincu c'est qu'il ne la me porte, comprend pas. c'est la porte d'entrée, ouais. Alors Voilà, c'est ça. j'avais d'autres questions, on est bombardé de questions, ce qui est absolument génial. Il y avait une question d'Eric sur la taille dans le médoc. Donc il nous dit voilà, merci pour vos réponses. Autre curiosité dans le médoc, je m'interroge sur la hauteur des vignes qui sont plutôt basses et les tailles sont un peu radicales. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Comment vous conduisez votre vigne? Donc ça, on en a parlé de l'échalas. Mhm.
il y avait surtout une question aussi sur la partie euh, est-ce qu'il y a des terroirs en dehors de Bordeaux où on peut planter du franc de pied? Ah, bien sûr. Alors, bah, je vous disais tout à l'heure la Loire, hein, enfin, où François Chilène, etc. Tout le long de la Loire, il y a beaucoup de sable, on peut planter des francs de pied. Il y a le sud de la France, tout le conservatoire de Vassal est planté francs de pied. Il y a aussi des francs de pied en vallée du Rhône, il y a aussi des francs de pied chez Charlopin en Bourgogne, bon, après qui résistent plus ou moins qu'il y a de l'argile, mais le franc de pied, il y a beaucoup de terroirs en France, il y a toute la rive gauche. Enfin, la rive gauche à Bordeaux, c'est quand même pas non plus 5 hectares, hein, ça commence à peser. Donc, si vous voulez, il y a énormément d'endroits où on peut planter de francs de pied. Il faut en avoir la volonté. Il faut accepter de perdre 5% divisé par 5 la production. Donc, ce qui remet des schémas économiques en cause. Donc, on peut comprendre que tout le monde ne le fait pas parce que c'est pas parce que vous divisez par 5 votre production que vous allez multiplier par 5 votre prix. Donc, vous voyez, là encore, il y a toute une formation. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux consommateurs que la vigne franche de pied, c'est un autre univers et que, effectivement, c'est un petit peu plus cher, mais que le vigneron, eh ben, c'est le fruit de son travail parce qu'il produit 5 fois moins qu'une vigne greffée. Donc, à un moment donné, ça a un coût et ce coût-là, eh ben, il faut accepter de le payer. Mais je crois, vous savez, je suis très confiant pour le consommateur, surtout dans le vin, parce que ceux qui aiment le vin, enfin, quand on aime le vin, on est forcément quelqu'un de cultivé et quelqu'un qui s'intéresse aux choses. Et le consommateur, si on lui propose des bons produits, il est prêt à mettre 50 euros, il est prêt à mettre 80 euros dans une très bonne bouteille de vin pour passer une émotion à un moment donné, avoir une émotion unique. Je pense qu'il est prêt. Enfin, j'en suis sûr même. J'en suis sûr. Ah ouais, il y a beaucoup de réactions, Marie-Françoise, Julia, voilà, sur le goût, voilà, sur ce goût retrouvé et comment l'aborder. Et c'est vrai que nous, au sein de l'école, on fait très attention à mettre au centre de notre pratique et notre transmission vraiment la notion de vin de lieu et de reconnecter les gens avec leurs émotions dans un premier temps. C'est la porte d'entrée. Et puis après, c'est de la reconnaissance et de rentrer finalement dans le terroir par autre chose que la sélection simple. Ah mais c'est ça, mais Euh, voilà, c'est ça. Non mais c'est exactement ça. Il faut sortir de cette simplification voulue aujourd'hui par les cahiers des charges qui est que tous les vins doivent sortir. Enfin, je vous rappelle quand même que le slogan de l'institution bordelaise, qui est le CIVB, quand même, je vous le rappelle, c'est Bordeaux des châteaux un style. Donc Bordeaux des châteaux un style. Donc ça veut quand même, vous voyez, ça cogne. Hein. Ça veut dire que tous les vins de Bordeaux, de la pointe du Médoc, la pointe de Grave, en passant par Langon, en passant par Saint-Émilion, doivent tous avoir le même goût. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Quand on fait ça, on nie 2000 ans d'histoire, on nie tout un savoir-faire. Et ça, on ne peut pas continuer comme ça. Je pense qu'on est la dernière génération à pouvoir le sauver. Parce que les cépages, par exemple, moi, si on parle des cépages anciens que j'ai récupérés, je les ai récupérés avec l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin. C'est Olivier Yobrega qui m'a donné accès à ces cépages. Il faut vous rappeler donc qu'il y a 15 ans. du coup, il y a un conservatoire, non? Ou pas alors? Il y a un conservatoire dans le sud Ah, de la France et à Lille-sur-Tarn. Mais il faut se rappeler qu'il y a 15 ans, quand je plantais ces cépages-là, c'était interdit. Et qu'on roulait la nuit pour aller chercher les cépages, pour les planter dans les vignes. Enfin, vous voyez, c'était quand même quelque chose d'assez hippique, hein, ouais. parce que c'était tout simplement interdit. Aujourd'hui, tout le monde les veut, mais c'était il y a 15 ans. Et Olivier Yobrega m'avait aidé à replanter, à retrouver ces vieux cépages et à les remettre dans les vignes, parce que il disait quelque chose de très juste. Il disait, on a un conservatoire, c'est pour utiliser ces variétés, c'est pour les transmettre. C'est pas pour qu'elles restent dans un conservatoire tout le temps, parce que à force d'être dans un conservatoire, l'issue finale, c'est la disparition. Parce que Oui. elles sont dans les vignes cultivées, après on les met en conservatoire, puis au bout d'un certain temps, ben, on les fait disparaître, on ne les utilise pas. Donc il était urgent de réintroduire les vieux cépages de Bordeaux. Je pense que moi j'ai initié ce travail il y a 15 ans, maintenant il est suivi, j'en suis très heureux parce que c'est un grand bien pour tout le monde, c'est un grand bien pour l'histoire de Bordeaux et c'est un grand bien pour le goût du vin de Bordeaux. Et je pense qu'aujourd'hui, on les a sauvés, ces vieux cépages. Mais il y a encore plein de choses à faire parce il y a replanter de la vigne franche de pied, etc. Mais il faut être encore très vigilant parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que par exemple, en AOC, ces cépages historiques de Bordeaux sont toujours interdits. On nous a collé il y a 2 mois, on nous a autorisé le Touriga national, le Marcellan, etc. en AOC, mais on nous a interdit nos propres cépages de Bordeaux. C'est-à-dire qu'un vigneron qui veut vinifier, qui veut cultiver et vinifier les cépages historiques de Bordeaux, le Cabernet Goudable, le Gros Cabernet, le Tarnet, la Pardotte, etc., aujourd'hui doit être en vin de France. Donc on s'aperçoit que l'AOC n'est plus un critère qualitatif. Aujourd'hui, il faut bien faire attention à ce que fait, à bien être sensibilisé au travail du vigneron, parce que l'AOC, c'est la garantie d'un goût industriel, c'est la garantie d'une qualité minimum industrielle.
mais c'est pas la garantie d'avoir un grand vin. Là, je parle pour Bordeaux, parce qu'après, on ne peut pas raisonner comme ça en Bordeaux. Mais ouais. Mais pour Et comme on Bordeaux, dirait, vos propos n'engagent que vous. oui, non, mais, Vous les assumez, je le sens, il je n'y a pas de les assume problème. totalement. Mais à Bordeaux, si vous voulez, on est je vois un commentaire qui dit c'est ennuyeux. Mais voilà, c'est ça, c'est ennuyeux. On a un gros problème, c'est que les vins sont pas bons, sont tristes, sont ternes. Et donc aujourd'hui, l'AOC, c'est un niveau qualitatif minimum garanti. Mais c'est pas la garantie Bonjour d'avoir un vin Dominique. d'excellence. Il y a notre ami corse Dominique Peretti qui nous parle des cépages corses. Mais aussi, Excellent. non, mais pareil en Corse. Enfin, mais dans toutes les régions, il y a des cépages autochtones qui ont été interdits. Comment aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut interdire à Bordeaux d'utiliser ces cépages autochtones? Comment c'est possible? Enfin, je veux dire, c'est se faire harakiri. C'est ne pas comprendre son histoire et c'est vouloir franchement dire faut que vous couriez un 100 mètres avec des boulets aux pieds. Ben, personne ne peut courir un 100 mètres avec des boulets aux pieds ou ne sera jamais champion olympique. Voilà. Ouais, dommage. Bah oui, surtout quand on a le patrimoine. C'est pas comme si on était dans une région où il n'y avait pas de patrimoine. On a un patrimoine énorme, on a des cépages qui sont fabuleux, qui aujourd'hui sont interdits. Ils sont juste interdits. C'est quand même, c'est juste incompréhensible. Il va Bah, c'est falloir qu'on nous exactement, explique. c'est ce qu'est en train de dire Julia, c'est compréhensible. Ouais. Après, je rebondis sur il y a une personne qui parlait de notion de qualité du vin, et j'irai un petit peu dans son sens. C'est vrai que de toute façon, voilà, ce qu'on est en train d'échanger ce soir, voilà, sont des convictions fortes, des convictions engagées. Et après, c'est vrai que la notion de qualité, ben, elle est, Mais elle est subjective à chacun. elle est toujours très subjective. Ouais. Oui, mais elle est subjective avec chacun, parce que, oui, mais il y a quand même des critères à un moment donné qui font qu'un vin, il est grand parce qu'il est comme ça, et un vin, il ne l'est pas parce qu'il est comme ça. De la même manière que tous les lieux sur lesquels les vins sont produits ne se valent pas, il y a les hauts lieux, il y a des lieux plus communs, puis il y a des lieux vraiment quelconques. Donc tout ça, ça dépend d'énormément de choses. On ne peut pas faire un grand vin si on n'a pas un haut lieu. Et à un moment donné, il y a des niveaux qualitatifs, et je veux dire, un sac Hermès et un sac Tati, c'est un sac, mais ce n'est pas le même sac. Voyez, donc, il y a forcément des niveaux qualitatifs. Après, on peut prendre du plaisir. Vous savez, Bordeaux, je pense qu'à Bordeaux, en termes de rapport qualité-prix, on fait les meilleurs vins du monde, jusqu'à 5 euros. Je pense qu'on est imbattable. Sincèrement, à 5 euros, je pense qu'on fait les meilleurs vins du monde. Alors après, ça part en sucette. Après, ça ne va pas du tout. Après, il y a un gros problème. Jusqu'à 5 euros, on est bon. Moi, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Hein. C'est Ouais. passé à une vitesse Ouais. incroyable, incroyable. Ouais, j'essaie d'être très très ponctuel. Je suis un peu japonais sur les horaires, moi. Hein. Non, vous avez raison. Non, moi, je ne suis pas pressé. Hein. J'ai mes petites qui Non, sont en vacances dans le Poitou chez les grands-parents, donc j'ai tout non, moi pour non soi. plus, mais c'est vrai que en général, après 1 heure, c'est bien. Donc, Ouais. je vais vous remercier, Loïc, de ce temps de partage. Eh bien, avec plaisir. Je vais vous laisser un petit mot de conclusion. Juste pour terminer, je vous donne les prochains rendez-vous des prochains webinars. On va se retrouver le jeudi 6 mai avec le docteur Marc Lagrange, qui est un écrivain, enfin, qui est docteur, hein, puisque son nom l'indique, il fait de la médecine. Et il a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'histoire du vin et la médecine. Donc, il aura voilà, un éclairage assez sympathique sur ce qui se passe au niveau du Covid. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus. Il a une petite idée derrière la tête. Donc, il faudra venir pour la découvrir. Et comme on se veut éclectique, on vous proposera une autre facette de Bordeaux avec Olivier Poils, que vous connaissez, Loïc. Oui, Non, tout au moins, bien voilà. sûr. Donc, il nous parlera de Bordeaux de son point de vue à lui. Donc, c'est intéressant C'est très bien, j'écouterai. C'est voilà, intéressant. c'est intéressant Mais d'avoir. vous voyez, ça aussi, c'est un gros problème. C'est à mon avis, on n'échange pas nos points de vue assez à Bordeaux. C'est-à-dire il y a des castes et ces castes ne veulent pas se mélanger. Et je pense que c'est une erreur, mais c'est une autre chose. Je suis assez d'accord. Et ensuite, on se retrouvera pour un magnifique webinaire aussi avec Jean-Charles Abatouche, donc du domaine Abatouche en Corse, et Raphaël Pierre Bianchetti, notre correspondant sommelier, justement pour la reconquête des cépages anciens sur le terroir corse. Donc Très voilà. bien. Je vais vous passer le mot de la fin, Loïc. On dit un grand merci à nos amis savoyards d'avoir été là. Ouais. Ouais. Voilà, donc un immense merci Loïc, je vais vous passer le mot de la fin. Nous, on retrouvera, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui sont inscrites sur les formations là, de la revue des vins de France prochainement, donc je viendrai vous faire un petit coucou
sur les formations online qu'on assure pendant le confinement. Même passer avec des élèves ici au Chez, ça fait Alors, toujours plaisir. on a une école donc à Toulouse, à Bayonne. Mhm. Donc, on est en train d'ouvrir sur Bordeaux si tout va bien au mois de septembre. Donc, on vous enverra Mais nos, passe avec plaisir. Moi, c'est toujours un nos- grand plaisir celui de recevoir les gens. Parce que d'abord, j'ai conscience que tout le monde ne peut pas se payer une bouteille, si vous voulez, de Liberpater ou de Denarius. Par contre, je reçois les gens parce que je pense encore une fois que c'est important de goûter autre chose et de s'ouvrir à autre chose. Donc, je reçois très facilement les gens qui le souhaitent. C'est toujours un grand plaisir. C'est mieux Et peut-être donc, de vous êtes prendre rendez-vous quand même à l'avance. alors, c'est une prendre Voilà. rendez-vous parce que entre les déplacements, alors les déplacements, vous allez me dire en ce moment, Oui. ils sont assez courts, mais quoique on arrive à voyager, et non, mais il y a beaucoup de réalisme. C'est sûr qu'il ne faut pas arriver devant le chez et faire toc-toc, ça ne peut pas marcher. Mais mes coordonnées sont facilement trouvables sur le site internet, etc. Et c'est mon téléphone portable en direct, donc il y a pas de souci pour m'avoir. Et je pense qu'il ne faut pas se décourager. Moi, pour le mot de la fin, je dirais il faut continuer à travailler. Ce qu'on est en train de faire, c'est quand même sauver le goût du vin pour les générations futures. Et je pense que le combat qu'on mène dans le vin, il y en a d'autres qui le mènent sur la tomate, il y en a qui le mènent sur la pomme de terre, il y en a qui le mènent sur la pomme. Et qu'on ne le fait pas forcément pour nous, mais qu'on le fait pour les générations futures, parce qu'on ne peut pas laisser à nos enfants du vin seulement fait avec du merlot, des pommes faites avec de la De compote la de pommes faite Golden. avec un type de pomme. Voilà, donc, et c'est la biodiversité qu'on est en train de sauver. Alors oui, on prêche des fois dans le désert. Oui, des fois, ça peut être décourageant. Oui, on n'est pas forcément aidé, mais il y a aussi des gens qui nous aident. Il y a beaucoup de gens qui nous aident. Il y a des gens dans les institutions qui nous comprennent, qui nous aident. Et je crois qu'il faut continuer à avancer. Et vous savez, on disait le roi est mort, vive le roi. Eh ben, j'ai envie de vous dire, Ouais. le goût est mort, vive le goût. Vive le Et goût. continuons à nous battre et on va y arriver tous ensemble. Et le consommateur a un rôle à jouer. Et nous, les vignerons, on fera le boulot dans les vignes si on sent que derrière, ça appuie très fort. Bah, Donc, on a écoutez, besoin de tout le monde. nous, en attendant, dans notre école, on va essayer aussi de porter le message et de vous accompagner en Eh ben, formant c'est nos très sommeliers, nos gentil. cavistes et en les mettant dans l'action. Merci à vous tous de votre fidélité. Merci beaucoup. Comme dirait Léon Zitrone, Cognac G, nous rendons l'antenne. À bientôt. Allez, merci, au revoir. Merci, bonne Merci, au soirée à revoir. vous tous. Merci, Merci, au merci. revoir. Merci Au à vous revoir. tous. Merci.